youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. On est à Cannes. Ouais. Cannes, jour 7, celui où on fait la fête. Oui. C'est vrai qu'on fait la fête. Ouais. Hier, on a festoyé comme jamais. Ouais. Avec des nuggets. On aurait pu dire le jour des nuggets aussi. Tout à fait. C'était grave la journée nuggets. Hein. On voyait pas le bout. Avant de commencer cet épisode et de commencer à parler des films, comment ça va tout le monde pour ce dernier jour cannois ? Bah, je suis un peu triste, hein, je vais pas vous mentir. Ouais, J'ai pas envie de partir. Va falloir partir là, madame. Sinon, On doit rendre l'appart. Sinon, là. Valoche, elle va venir, elle va nous tirer par l'oreille. C'est vrai. Ça, c'est du spoil. Ok, Avant de commencer cet épisode, regardez juste là sur votre plateforme d'écoute préférée si vous nous avez noté 5 étoiles. Puis il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne nous ont pas noté 5 étoiles. Donc faites-le, notez-nous 5 étoiles, abonnez-vous, commentez, partagez autour de vous. C'est ce qui permet de faire vivre ce podcast et ça nous aide énormément. Et si c'est déjà fait, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux à @vendredi ciné, surtout Instagram où on est assez actif, mais il y a également TikTok pour continuer l'aventure du podcast, quoi, prolonger l'expérience du podcast, l'expérience cannoise en totale immersion, quoi. Là, ça va être des photos de genre nous chez nous. Oui, là, à partir de maintenant, comme c'est le dernier jour. Ça va être triste. On est dans le train. Wouhou. le train a du retard. Et ben, on a un programme assez chargé aujourd'hui, hein. Et donc, on va commencer par un film actuellement en compétition. Il s'agit de Hope. Et pas Nope de Jordan Peele. Hope, réalisé par Na Jong-jin. Comment on pourrait résumer ça ? Un groupe de chasseurs et un policier pensant aller chasser. On dirait une fan de La Fontaine. Pensant aller chasser, tombe sur des cadavres mystérieux avec des grandes traces de griffures, dirons-nous. Oui. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une chose animale ni humaine qui a provoqué ça. Et en remontant la piste, il tombe sur une bête affreusement atroce qui détruit tout sur son passage. Voilà, ça me paraît pas mal, en vrai. Ouais. Et puis, il y a plein de rebondissements, et puis... Puis c'est un film, en fait, donc Oui, il y a des péripéties. voilà, J'ai l'impression d'avoir dit ça à peu près 1000 fois, mais c'était long. Honnêtement, j'ai trouvé ça insupportable. Je crois que c'est la première fois là de ce Cannes où j'ai vraiment un énorme refus d'obstacle devant un film. Je trouve que c'est très très répétitif, ça c'est un de mes plus gros problèmes avec le film. Ouais, on a vraiment des scènes d'action qui s'étirent et qui sont parfois assez impressionnantes en termes de cascade, en termes de ce que tu veux, mais enfin même au niveau des décors, tout ça, il y a un travail qui est vraiment pas négligeable. Mais en fait, au bout d'un moment, juste, ça me saoule, quoi. Non, mais c'est vrai, ça se répète. Je trouve qu'au bout d'un moment, on a compris, quoi. Non, honnêtement, les 30 premières minutes sont vraiment assez géniales. Avant qu'on voit la créature, quoi. Ça met 30 minutes, c'est à peu près. Et on va se balader justement dans la ville avec le personnage principal et vraiment limite la caméra elle a du mal à le suivre tellement il se passe des choses absolument tout le temps. Enfin, je pense notamment à des scènes de voiture où il y a des dérapages, enfin des demi-tours, et la caméra elle reste à un moment donné en retrait en mode j'arrive même plus à aller aussi vite que la voiture tellement il se passe des trucs tout le temps et tout, et ça te met vraiment dans une immersion assez pleine. Donc ça c'est voilà, moi quand ça a commencé comme ça, j'ai fait OK, franchement moi je suis bien partie là. Mais après les scènes d'action se résolvent un peu toujours de la même manière, je trouve. Et au niveau, alors moi je sais que au niveau du son, je sais pas si c'était particulièrement fort ou quoi, mais c'était insupportable. Vraiment, j'en pouvais plus. Ça gueulait de partout. J'ai l'impression que ça fait un peu... si t'avais pas compris, c'est intense, quoi. On va mettre du son à fond tout le temps. Ok. Mais pendant 2h20, c'est un peu beaucoup. Voilà,
Si tu veux, avec Romain, on a vu un film pendant 2h20 où il n'y a pas de son. Bah nickel, tout ce que j'aime. Eh bien, Hope, moi j'ai bien aimé. Je dirais que j'ai quand même senti, comme tu dis Jade, pas mal de longueur sur les scènes d'action. Surtout sur la fin où t'as le même procédé qui est souvent réutilisé, ce petit un peu, ils mettent un petit caillou dans la chaussure de l'antagoniste et puis ils gagnent un peu de temps et puis c'est quand même ils gagnent du temps de vie mais on perd du temps de sommeil, donc voilà, la balance s'équilibre sur ça. Et puis derrière, voilà, le film est très intéressant. Moi, je trouve vraiment, comme tu dis aussi, les scènes d'action, elles sont incroyables niveau mise en scène et surtout cascade. Les cascades du film sont géniales. Il y a plein de... Alors, au début, on a énormément de de sortes de courses-poursuites, un peu chat et souris dans le port de la ville de Hope, avec des voitures, en course à pied. Et le personnage donc du policier qui est complètement dépassé par les événements mais qui lâche rien, quoi. Donc le monstre qui fait irruption, voilà, dans la ville et qui détruit tout sur son passage. Voilà, je trouve que vraiment même niveau décor, on est quand même bien servi parce que il y a une sorte de labyrinthe qui se crée. Il n'y a pas vraiment d'issue. Le personnage est complètement bloqué et ça c'est amené à plusieurs moments dans cette ouverture. Et après, le film élargit un peu le champ des possibles en s'ouvrant donc à des scènes de forêt, des scènes d'autoroute où là, on a aussi des courses-poursuites hallucinantes. Enfin, niveau cascade, je pense que c'est le film le plus dingue de toute la sélection là. Et on n'aura pas... De ce qu'on a vu, en tout cas, après, on n'aura pas mieux. beaucoup des cascades dans les films de la sélection. Dans Fjord, il n'y a pas de cascade. Il n'y a pas énormément de cascades dans Fjord. Non, mais tu vois, par exemple, Colony, c'est pas les mêmes cascades. Oui, mais oui, ok. Et voilà. Donc, mais après, niveau scénario, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à comprendre la mécanique et qu'on arrive finalement sur une sorte de climax gigantesque. Ouais, mais c'est presque un... Comment on dit merde. Quand, justement, tu sais, à la fin d'un épisode de série... Hangover? Hangover, voilà. Enfin, je trouve que c'est... Non. Là, c'est vraiment gueule de bois. je veux dire. Cliffhanger. Ouais, ok. C'est moi, c'est- je m'étais dit, je connaissais pas ce Hangover, j'étais en terme. mode... non. Ça, c'est les Cliffhanger. soirées, ça, non? C'est gueule de bois, ouais. Ouais, mais donc ça fait la fin, c'est un cliffhanger en fait. Et vraiment, je m'attendais à to be continued. Et non, c'est la fin. Donc c'est. Malheureusement. On peut dire, dans les mecs, ça continue. Non. J'étais. Ah ouais. Vraiment. Mais je me suis posé la question de si j'allais pas partir de la salle, hein, honnêtement. Ah, je vous promets, hein. Mais après, encore une fois, c'est aussi par rapport, comme je disais, au son et tout, où c'était physiquement pas très agréable. Mais donc, oui, la fin, bon, très bizarre. Moi, Hope, c'est... Alors, comment parler de ça? Moi, c'est le film en compétition que j'ai le plus aimé, et personne n'est étonné. Et en même temps, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment il s'est retrouvé là, en fait, ce film? Genre, vraiment, il s'est perdu en route, et je sais pas si ça va l'aider, en fait, qu'il se retrouve en compétition, au final. Parce que s'il gagne, ouais, c'est cool le message que ça envoie, quand même, à l'industrie du cinéma, que Cannes met en avant, du cinéma de genre, ou du cinéma coréen. Mais en même temps, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, c'est plus un film que tu peux retrouver à Gérardmer, au final, que à Cannes. Et donc, j'imagine les petits papis canois qui vont aller voir ça. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis de la salle. Hein. Oui, il y a eu pas mal de gens. Après, toutes les séances. Ah, ça dépend, plus ou moins. Là, quand même, c'était Ok. c'était chaud. Moi, Hope, c'est un film que j'ai adoré, mais que je ne vais pas spécialement vous recommander, à moins que vous faites partie d'une catégorie de personnes très très précise, même si alors vraiment j'en tire pour preuve que les 30 premières minutes, mais je vais assumer ces mots, c'est vraiment une leçon de cinéma, quoi. C'est une leçon de découpage, de vélocité de la mise en scène, où l'idée c'est que donc ça va être un film de traque pour attraper cette créature,
mais on ne va jamais voir cette créature et au final, ce film de track va devenir un film de guerre. En tout le temps, ça va être des tranchées. La créature, à chaque fois qu'elle passe par un endroit, ça devient des ruines, donc un champ de bataille. C'est assez fou et la tension qu'il réussit à déployer, la linéarité aussi de sa mise en scène fait que bah t'es tout le temps en action et ça c'est assez fou. Déjà moi dès les 30 premières minutes j'étais embarqué quoi et je me suis même demandé si on allait faire tout le film sans voir la créature. Et à ce moment-là, bah du coup, il décide de montrer sa bête qui a une gueule assez chouette. Je l'aurais pas imaginé comme ça. Et c'est ce qui fait que j'aime bien le film, c'est que je vois vraiment un réal qui s'amuse, qui passe de différents genres à d'autres. Moi, je parlais donc de films de guerre, mais ça va devenir aussi un film de track où les traqueurs vont devenir les traqués, mais ça va devenir aussi un film de survie, un film catastrophe, un film de science-fiction aussi à un moment. C'est assez fou. Et il y a aussi une vraie dimension vidéoludique et c'est vraiment ce pari technique qui est fait et qui fait que ce film est hyper moderne et met à l'amende en fait tous les films d'action qu'on a vus facile ces 5 dernières années. C'est de concevoir en fait une mise en scène comme un jeu vidéo. C'est quelque chose qui est hyper difficile à faire, mais vraiment par exemple travailler les premiers plans de l'image, travailler la première personne dans ton film, ça c'est vraiment hyper dur et plusieurs fois dans le film, on va par exemple nous balancer des choses à la face, genre des vélos, des trucs comme ça. Et enfin, c'est du sang aussi, oui. Et ça, bah mine de rien, en fait, bah pour le faire, pour l'imaginer, pour le découper, c'est assez dur. Et vraiment, ça c'est sa plus grande force, je trouve, au film. C'est aussi un film qui travaille étonnamment hyper bien la physique de son monde, c'est que tout semble lourd, tout semble pesant. T'as un moment un gars qui va se manger un vélo en pleine gueule, le vélo tu le sens passer, tous les impacts de balles tu vas les sentir passer, mais aussi c'est un film qui réussit à travailler la super vitesse et ça c'est la première fois que je vois une forme de super vitesse réussie, ce qui est hyper dur. Enfin genre prenez tous les films Flash, enfin ils se pètent tous la gueule, même Sonic n'y arrive pas. Et comment en fait on fait pour bosser à la super vitesse, parce que si tu filmes constamment ton personnage qui va vite tout le temps, tu n'auras pas l'impression qu'il va vite et si tu ne le vois pas assez, bah tu vas pas avoir non plus une sensation de super vitesse. Et là, le film réussit constamment à nous donner cette sensation de super vitesse en mettant en comparaison, par exemple, la créature avec une voiture, avec un cheval, avec quelqu'un qui court, pour qu'on se rende compte vraiment de la vitesse. Et ça, c'est aussi, bordel, ça fait du bien, quoi. C'est pour ça que bah moi j'ai passé un vrai bon moment. J'aurais aimé que ça dure 10 heures de plus. Les cascades que vous avez dit, elles sont folles. La cascade de l'autoroute, c'est pas Buzz Keaton, c'est Harold Lloyd sur l'autoroute. Voilà, c'est vraiment du Harold Lloyd et c'est hyper physique. Je sais pas si je l'ai dit, le design de la créature était chouette, mais ouais, le design de la créature est chouette. En plus, elle vient sur nous, quoi. C'est ça qui est fou. Et même si, bon, l'exécution, enfin le CGI, tu les vois bien, quoi. Même si quand on te le fait quand on te montre parfois la créature avec des effets pratiques, là, c'est bien dégueu, hein, honnêtement. Mais en fait, ça me dérange pas parce que ça va tellement vite et l'idée que quelque chose se rapproche très vite de toi comme ça d'un coup, ça t'accroche à ton siège. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et en tant que spectateur, du coup, j'ai vraiment pris un vrai plaisir de contrôle sur une histoire, quoi. J'avais l'impression d'être dans un jeu narratif, un jeu donc linéaire. Hein, je sais pas comment on dit, un jeu linéaire. Enfin, un jeu à couloir, là, je sais pas comment on appelle. Je crois que ça s'appelle comme ça. Où en fait du début, dès que le film va commencer, en fait on va jamais s'arrêter, on va constamment passer dans les couloirs, suivre la créature et donc voilà, avoir un vrai sentiment de contrôle comme ça sur l'histoire. Donc c'est assez fou et ça c'est ce qu'essaye de faire en fait Hollywood depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils essayent de faire ça, ils ont jamais réussi et là t'as ce gars qui arrive et qui réussit à le faire. C'est pour ça que c'est plus un pari technique hyper réussi, et si c'est quelque chose qui vous parle, bah vraiment vous allez prendre beaucoup de plaisir. Néanmoins pour les autres, je sais pas, peut-être les 30 premières minutes en vrai. Honnêtement, les 30 premières minutes, vous allez... Mais juste aussi, tu parlais par rapport, je pense à Hollywood et tout, il y a aussi un truc de tentative d'humour qui m'a vraiment beaucoup dérangé parce que c'est pas drôle en fait. Honnêtement,
j'ai pas une seule fois. Hein. Ah, dommage. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça poussif au possible. Et du coup, même des fois, ça me sort des enjeux, en fait. Donc, justement, encore une fois, dans les 30 premières minutes, il y a pas ça. Tu sais, il y a des blagues. Très, très peu. Ou alors, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Mais, enfin, en fait, c'est tellement pris dedans que, je sais pas, enfin, les blagues, elles sont plus. C'est pas tant les personnages qui ont du recul sur la situation et qui font une blague dans ces 30 premières minutes, mais c'est plus des trucs de comiques de situation, en fait, Oui. alors que dans le reste, c'est vraiment, d'un coup, c'est comme si le personnage, presque, il savait qu'il était dans un film et genre, ils te font des blagues. Tu fais, oui, bon, bah, du coup, tu te regardes faire un peu, ça me sort du film, tout simplement. Après, voilà, le film, il a quand même. Il parle quand même pas mal de références aussi. Hein. Moi, c'est vrai que j'avais récupéré il y a pas très longtemps La Guerre des Mondes de Spielberg. Et là, le film, il fait pas mal de références aussi, hein, avec cette apocalypse, entre guillemets, soudaine, où tu l'avais pas vu venir, quoi. Et franchement, c'est ce côté-là qui est pas mal amené aussi, hein, ce truc de d'un coup ça arrive, on sait pas pourquoi, et bam, direct on n'est plus lâché, le scénario nous tient, en tout cas le concept ne s'essouffle pas, je trouve. C'est super. Pour moi, ça faisait plus référence à The Host de Bong Joon-ho, notamment sur tous les cadavres laissés en chemin. C'était pour moi, c'était plus ça l'inspiration, mais voilà. Et bah c'est tout pour Hope, que je vous invite à aller voir au final. Il y a pas de date de sortie, mais forcément je vais aller le retrouver. Non mais en vrai, en termes de divertissement, entre Marvel, enfin Avengers 5000 et ça, mais allez voir Hope, quoi, à 2000%. Il est temps de parler du deuxième film en compétition qu'on a vu. Il s'agit de Fjord de Christian Mungiu avec Renate Reigns et Sebastian Stan. On y suit les Georgiou, une famille très pieuse qui s'installe dans un village où ils tissent des liens d'amitié avec le voisinage et leurs voisins globalement. Les enfants des différentes familles deviennent très proches, notamment Nora qui est donc la voisine de palier. Mais lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d'Elia, donc je crois que c'est l'aîné de la famille des Georgiou, et il décide de faire appel à l'aide à l'enfance et de prendre les enfants à charge. Est-ce que les parents vont être remis en cause pour leur éducation très pieuse ? Est-ce que c'est eux qui ont frappé les enfants globalement ? Voilà, c'est toute la question du film. Donc ce film, on est deux à l'avoir vu avec Romain. On en pense quoi ? Moi j'ai quand même bien aimé le film. C'est un film qui m'a bien tenu, hein. Je pensais d'abord, vous allez voir un film de 2h20 qui se passe romano-norvégien, norvégien dans le froid et franchement, le film m'a tenu. J'ai trouvé que le propos et puis le scénario était quand même cohérent aussi, hein. Vraiment, on s'éparpille pas, ça reste encore avec donc ça devient en fait un film de procès qui est assez intéressant, et le film va aussi questionner justement l'éducation parmi donc les pays, alors même si tu peux dire c'est deux pays qui sont en Europe, hein, parce que donc le film fait un parallèle entre la Norvège et la Roumanie, parce que le personnage de Sebastian Stan est roumain, et en Roumanie c'est quelqu'un qui est extrêmement pieux et qui élève ses enfants dans une chrétienté conservatrice très stricte, on va dire. Et donc donc le film va donc faire cette comparaison, et puis les personnages donc sont totalement différents, hein. Vraiment c'est des opposés, les deux familles. Donc la famille très pieuse qui a 5 gosses et qui est stricte, horaire, tu fais tes prières, etc. Et l'autre famille qui est vachement plus vraiment est ultra moderne, progressiste, et voilà. Et donc on voit quand même qu'il y a des problèmes dans les deux cas, mais c'est pas les mêmes. Et le film va donc questionner surtout cette appartenance religieuse ultra conservatrice, et est-ce que il est bon de couper un peu tout le monde moderne à ses enfants? Est-ce que donc le film pose plein de questions sur l'éducation,
Et moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Puis on découvre aussi un système qui est huilé et même qui est extrêmement ferme avec ces questions-là en Norvège, où voilà, les lois en fait disent on a détecté tel problème, tout de suite l'action donc de la protection de l'enfance agit instantanément et c'est ultra ferme. Et donc on suit le combat des parents qui vont devoir prouver qu'ils sont aptes à s'en occuper, etc. Et moi je trouve que voilà, le film est très touchant aussi avec les personnages des enfants qui sont bien développés, qui créent donc ce lien d'amitié qu'ils ont parce qu'ils ont le même âge. Et je trouve ça beau de montrer aussi des relations d'enfants et leur vision entre eux et comment l'éducation des parents infuse aussi dans la manière de penser de la famille en entier. Et même avec des contradictions comme celle-là, on peut s'aimer sans avoir les mêmes idées. Et donc le film, moi je le trouve super intéressant. Il raconte pas mal de choses. Après, c'est montré assez simplement. Il y a quand même pas mal d'idées au niveau de la mise en scène. Il y a des plans qui sont juste magnifiques. Après, c'est vrai qu'on voit pas souvent. Enfin, je vois pas souvent de films norvégiens, donc les paysages sont juste dingues. Parfois, t'as des paysages enneigés où donc les personnages racontent qu'ils sont obligés quand il neige de prendre le bateau pour circuler parce que c'est impossible d'y aller en voiture. Et tout de suite, t'as des magnifiques plans de cette petite... Enfin, vraiment, c'est un tout petit village. Hein. Il y a quoi, 4-5 baraques à tout casser. Et donc, cette petite communauté qui vit avec cette église un peu au centre du village qui est, comme les parents, ultra conservatrice. Et voilà, donc moi, j'ai été accroché tout le film et je trouve que c'est un beau film en compétition. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est une palme d'or, mais je pense qu'il peut repartir avec un prix. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il peut repartir avec un prix, peut-être une interprétation pour celui-ci. Voilà. Okay. Les montagnes, ce qui était chouette, c'est que ça écrase en fait complètement le village avec les petites maisons. Et comme elles entourent complètement le village, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire pour la famille. Donc ça, c'était assez chouette. Moi, je vais pas détester, mais je vais pas non plus énormément apprécier. C'est vraiment le vieux sans tape, quoi. Hein, globalement, c'est ça. La première partie est longue, en fait. Avant qu'on arrive justement à l'aide à l'enfance, tout ça, c'est vraiment un peu long. Ils veulent nous présenter en détail comment fonctionne la famille. Et je trouve que bon, c'est pas hyper utile. Les 2 enfants en fait sont vraiment pas nécessaires hein, dans ce film et je trouve que du coup ça n'aide vraiment pas au visionnage, surtout que Christian Mungiu il va pas faire en sorte de nous aider quoi, parce qu'il va pas mettre de musique, il va faire des plans très longs, des scènes très longues, enfin c'est pas facile d'accès dirons-nous. Là où je prends beaucoup de plaisir, c'est qu'il y a une partie film de procès à un moment dans le film, et j'aime beaucoup les films de procès. Et comme tu as dit, où ça va parler de comment tu peux juger l'éducation de quelqu'un quand dans sa culture, en fait, c'est comme ça qu'on élève des enfants globalement. Et est-ce que du coup ses parents sont coupables ou pas? Et moi, là où ça m'embête, c'est que je vois donc des choix que le film fait, mais je ne les comprends pas, je ne les saisis pas. Notamment, on ne saura jamais d'où viennent les bleus de la fille. Les énormes traces, les énormes échymoses qu'elle a, on ne saura jamais, alors que le personnage de Nora savait. Et donc je me dis, c'est étonnant, il refuse de nous donner une réponse à ça. Il y a aussi, il se refuse un peu au thriller aussi à un moment, parce que, c'est un peu étonnant. Donc Nora a des traces et tout de suite le rouage administratif se met en marche et donc il se passe plein de choses et je comprends pas pourquoi il le filme avec autant de distance. Je trouve c'est un peu étonnant, mais voilà, à part ça. C'est pas mauvais, hein, honnêtement, la photo elle est belle, il y a des jolies lumières. Nora insupportable dans le film, je trouve, l'adolescente que personne ne comprend. Mais sinon, ouais, c'est pas une palme d'or, là. On n'est pas du tout sur une palme d'or, on est quand même sur un film mineur, je trouve, dans la compétition officielle.
Mais comme tous les films de la compétition officielle. J'allais dire, c'est que des films mineurs, c'est ça le petit souci. La compétition officielle, en fait, c'est pas la vraie compétition officielle, j'ai l'impression. Voilà, un Fjord, en vrai, j'ai pas beaucoup de choses à dire, hein, honnêtement. Bah, y a Renate Reims, à la limite, qui est chouette. Enfin, qui est chouette, qui joue bien. Qui joue une maman catho-conservatrice. Et alors là, on l'a pas vu beaucoup dans ce rôle-là. Et il est temps de passer à un autre film en compétition. Enfin, c'est Jade qui va passer dessus. Il s'agit de L'Inconnu d'Arthur Harari. On y suit David Zimmerman, 40 ans, qui est photographe, mais personne ne le sait. Alors qu'il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule. Et quelques heures plus tard, David se réveille et est dans le corps de cet inconnu. Tout à fait. Ça résume bien le film. Alors, c'est un film dont il est Enfin, c'est un peu compliqué d'en parler, honnêtement. Je pense qu'il faut vraiment te laisser du temps après l'avoir vu pour que ça décante un peu. Mais moi, la première réaction que j'ai eue, c'est Freaky Friday en version Cannes. Dans le sens où, c'est quand même... de genre. En fait, c'est que c'est une intrigue de base qui, en général, il y en a plein des films là-dessus, qui, en général, est comique, en fait. Ouais. Quand on va faire ce truc-là d'échange de corps, on va chercher un peu les situations comiques qui peuvent arriver dessus. Et là, non, le film prend vraiment le parti d'en faire un vrai thriller. Et en même temps, alors, moi, je pense que les références à Antonioni sont très, très, très visibles. Comme on le disait, il est photographe. Il y a vraiment une scène on est où il regarde des photos comme ça en noir et blanc dans sa chambre où tu fais ça ressemblerait pas à Blow Up. Et ça va aussi beaucoup s'inspirer de l'Aventura dans le sens où donc le point de départ du film est celui que t'as dit, Elliot, sauf qu'au bout d'un moment il va faire tu sais quoi, on s'en fout, on passe l'intrigue ne parle plus du tout de ça. Et donc toute l'enquête de savoir pourquoi on est dans ces corps-là, qu'est-ce qui se passe, d'un moment ils vont dire en fait on s'en fout et on va passer sur totalement autre chose et ça va être du coup très perturbant. Mais ouais, c'est un film alors pour le coup qui dure assez longtemps aussi mais qui se tient super bien honnêtement en termes de rythme. C'est assez fou parce qu'il est quand même assez lent. Mais moi, je m'ennuie jamais devant. Je trouve qu'on a... Alors, le seul truc, c'est qu'effectivement, donc, comme je le disais, il y a des aspects qui pourraient être comiques. Et franchement, même dans la salle, ça va plutôt rire à certains moments. Sauf que je sais pas à quel point c'est voulu par le réal. Parce que, justement, c'est quand même un jeu qui va être très, très froid. Donc... Voilà, il y a beaucoup d'ironie dans les situations, mais je ne saurais pas dire à quel point le film se prend au sérieux ou non. J'espère que ça l'a pas vexé, qu'on rigole tous, que ça l'a pas vexé Arthur. Mais du coup, le film va surtout se concentrer sur, va poser la question de ce qui fait de nous qui nous sommes, tout simplement. Donc la question de l'identité, notamment par rapport au genre. Parce que forcément comme on le disait donc il va se retrouver dans le corps d'une femme et donc va y avoir toute la question de qu'est-ce que ça change en nous de se retrouver dans un autre corps et donc en plus de ça ça va parler il y a beaucoup de métaphores par rapport aussi à la transidentité qui sont assez cool et ce rapport à l'identité va se traduire aussi par les transformations physiques des acteurs, donc que ce soit Léa Seydoux ou Neil Schneider, parce que en fait même nous, la première fois qu'on voit ces deux acteurs-là, on les reconnaît à peine, honnêtement. Et alors quand j'ai vu le truc au début, je me suis dit j'ai un peu peur du côté trop performatif, où justement ça va être regardez. Il a perdu plein de poids pour ce rôle, il a fait du maquillage de fou, et c'était tant d'heures de prothèses tous les jours, je sais pas quoi. Là, je trouve que c'est plutôt justifié, au final. Donc c'est ça, c'est intéressant. Et voilà. Le seul truc, la musique. Musique insupportable, mélo au possible, alors c'est un thème qui se répète tout le long du film.
Du coup, au bout d'un moment, t'as juste envie enfin, que ça s'arrête, quoi, la musique. Voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est pour ça aussi que je disais qu'au niveau de l'ironie du film, je sais pas trop à quel point c'est voulu, parce que notamment au niveau de la musique, ça surappuie un peu trop le côté regardez, c'est mystérieux. Donc voilà, c'est pas un film exempté de défauts, hein, absolument pas, mais je pense que c'est un film qui va amener beaucoup de discussions, en tout cas. Tu dirais que ça peut être une palme d'or ou pas? Je pense que ça peut avoir un prix, je pense pas que ça peut être une palme d'or, honnêtement. Peut-être prix du scénario, ou ouais, prix du jury, je sais pas. Mais c'est pas impossible que ça ait un prix du tout, vu la compétition en plus. L'inconnu d'Arthur Harari. La troisième nuit, c'est le film dont on va parler actuellement, de Daniel Auteuil. Second film, je crois, du réalisateur. C'est tout à fait ça, ouais. Second film du Il a réalisateur. réalisé Le Fil. Oui, exactement, oui. Il y a 1 an ou 2, je crois. On est en 1942, en pleine occupation, le gouvernement de Vichy organise une rafle massive des juifs étrangers. Et Gilbert Lesage, un jeune fonctionnaire au service social des étrangers, est chargé d'organiser une commission de criblage pour statuer sur le sort des juifs arrêtés. Tandis que l'abbé Alexandre Glasberg, humanitaire engagé, manœuvre pour les sauver. Sacré casting aussi, puisqu'on a Daniel Auteuil, Antoine Reynards et Grégory Gadebois qui joue un petit filou dans le film, à savoir un nazi. Donc bon, Un petit Un collabo. petit enfin un filou, petit ouais. collabo quoi, un Un petit petit collabo. collabo. On corrige rapidement, c'est pas son 2e film, hein, c'est Ouais. son 7e film. Ah oui, waouh. À Daniel. bien joué. donc. Voilà. Ouais. J'y allais pas à reculons. En fait, j'y attendais rien honnêtement de ce film. J'avais bien aimé le fil, donc je m'étais dit bon, pourquoi pas la troisième nuit. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment la photographie est sublime. Alors, je sais pas qui est le chef opérateur. Je sais pas si on peut le retrouver. Merci, Je vais trouver ça. Robin à la régie. Mais la photo est sublime, le travail des lumières, des contrastes, le travail de la pluie aussi, c'est vraiment à tomber. Et Là, si tu veux, c'est Jean-François Hens-Gans ok, qui a fait aussi Sage Homme. Le Fil, il avait déjà travaillé avec Daniel Auteuil. Voilà. le film va s'organiser en 3 chapitres du coup, première nuit, deuxième nuit, troisième nuit. Et comme je l'ai dit dans le pitch, ça va être des gens autour d'une table qui vont savoir est-ce que tel juif on peut le sauver ou pas en fonction de différents critères soumis par la loi. Et ça va être vraiment un combat contre le système de Vichy en utilisant les armes de Vichy quoi. Et par exemple bah tiens si enfin je sais pas, je saurais pas trop comment dire, mais en fait ils vont essayer de récupérer des preuves de tiens lui il a fait l'armée en telle année donc il ne peut pas être inculpé, et au bout d'un moment bah, comment le système de Vichy va retirer des règles. En fait ça va être un peu ouais un thriller, même un jeu machiavélique quoi, parce qu'au bout d'un moment le système de Vichy va retirer des règles, donc ça va devenir de plus en plus dur, surtout qu'autour de la table bah comme j'ai dit t'as Grégory Gadebois et d'autres de ses compères qui sont pas très gentils, qui eux veulent juste envoyer tous les juifs dans des camps. Et ce qui est assez fou, c'est que ce film te montre comment en fait le rouage administratif a permis justement de faire autant de rafles, parce que là on parle de données, de stats, de chiffres. Ils demandent des quotas par exemple dans des bus, et après donc ça c'est sur les 2 premières nuits, et après quand arrive la troisième nuit, Daniel Auteuil ramène de l'humain là-dedans, et faut s'accrocher hein. La troisième nuit faut s'accrocher, et donc ouais c'est un film assez réussi. Cannes première, je crois, c'est ça, c'est Cannes première. C'est, je crois, le bon endroit pour qu'il soit diffusé à Cannes. En compétition, il aurait subi la concurrence, mais là, honnêtement, c'est un bon film bien tenu, qui est assez bien joué. Antoine Reynards là-dedans, qui est assez magistral. Donc, moi, je vous le recommande à la troisième nuit. Donc oui, troisième nuit, c'est vrai comme toi, j'avais bien aimé son dernier film Le Fil, j'ai pas vu les autres malheureusement. Mais voilà, il reprend un casting qui fonctionne bien, hein. Reynard Gadebois, c'est du très très solide. Après voilà, je dirais c'est une histoire qui mérite d'être racontée, hein, vraiment. Après je sais pas si c'est la meilleure réalisation pour la raconter.
Je pense que justement, cette troisième ligne manque un peu d'humain, je trouve. On n'est pas assez. En tout cas, voilà. Les scènes de séparation, elles sont dures hein, quand même. Ouais, mais franchement, je trouve que c'est pas assez, quoi. Parce que vraiment, l'horreur, elle est beaucoup plus grande que ça, en soi. Mais donc, il y a un petit peu, je trouve, il y a un peu de distance avec donc ces scènes-là à la fin, pour pas non plus. Alors, est-ce que c'était pour ne pas trop tirer vers les larmes ou quoi? Mais après, c'est vrai que voilà, comment tu veux ne pas tirer vers les larmes quand tu parles de rafles et donc de mise dans des bus de centaines de personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le casting tient bien le film parce que, en fait, on est confronté à donc ces problèmes administratifs qui, en soi, sont vraiment juste. C'est juste un miroir pour faire genre, en fait. En fait, derrière, ça n'a jamais été possible. Oui. Ils font miroiter au personnage donc d'Anton Reinhardt que il y a une possibilité de faire exempter des gens de ce départ. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Donc, eux, ils le disent, il faut pas que ça soit juste, il faut que ça soit efficace. Voilà. Et donc, ouais, on y retrouve quand même vachement la critique de l'administration et donc surtout de la collaboration. Parce que donc là, on est à Lyon. Hein. Je sais pas si on l'a dit, mais voilà, on est à Lyon en pleine zone libre. Donc gouverné par Vichy et voilà donc le film nous raconte cette histoire. Bon, le film est pas très long, hein, 1h20, c'est efficace, je dirais, pour raconter l'histoire. Moi j'aurais aimé qu'on voit un peu plus quand même les discussions autour de la table, parce que comme c'est le principe même du film, je trouve que ça manque un peu et j'aurais bien aimé avoir un peu plus de confrontation verbale, surtout que c'est un dispositif d'acteur, donc c'est dans ces moments-là qui joue le mieux parce que en fait tu mets plusieurs acteurs autour d'une table, une caméra, tu tournes, et un peu comme un film de procès quoi, ça va travailler la langue, le verbe, et c'est dommage que il le montre pas assez, je trouve. Ouais, parce que vraiment en plus le personnage de Grégory Gadebois est ultra puissant dans cet exercice-là, où le dialogue fait qu'il réussit à lui amener, puis l'acteur en lui-même a cette force de caractère, et donc il va imposer une sorte de cadre, alors que c'est pas lui le chef du jury, si je puis dire, de la commission. Et voilà, donc moi je trouve que vraiment la performance de Gadebois elle est sublime. Et puis voilà, c'est un bon film à aller voir si vous allez le découvrir. Et c'est la fin de ce dernier jour à Cannes. Non, ça y est, c'est fini. J'ai pleuré. Ouais, je pense qu'on a tous pleuré. Notre départ est imminent. Dans les prochains jours, même demain, on sortira donc un épisode bilan où on revient sur des films qui nous ont marqués mais qu'on n'a pas spécialement pu parler. Il y en a beaucoup. Mais aussi ce qu'on a pensé du Festival de Cannes et puis tout plein de choses. Merci d'avoir écouté tous les épisodes quand même jusqu'au bout, d'avoir suivi cette aventure cannoise. Pour ceux qui sont abonnés sur Instagram, d'avoir envoyé des cœurs, des trucs comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode classical épisode. On revient aux bases finalement. Ouais, on va parler Star Wars. Super. Très bien, Star Wars. Bisous tout le monde et prenez soin de vous. Bye bye. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.